j'avais pas du tout aimé le précédent film. Est-ce que celui-là est meilleur ? Oui, mais... Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur, il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ben ça va et toi ? Ça va. Écoute, qui dit mois de janvier dit zombie. Bah non, pas du tout. Dit pas du tout zombie. Pas vraiment. Ouais. Mais ça arrive 28 semaines après le précédent film. Voilà, c'est ça le petit clin d'œil, Ista. C'est fou. C'est génial. Moi j'adore ce genre d'anecdote. C'est vrai. Bon, Ista, les zombies, on en a déjà parlé, je crois, dans l'épisode justement de 28 ans plus tard. Est-ce qu'on est fan, est-ce qu'on n'est pas fan ? Est-ce que à Halloween, tu te déguisais, toi, ou pas ? Petite question. Oui, il y a très très longtemps, hein, mais c'était au tout début que ça s'était un peu apporté en France, j'ai envie de dire. Quoi ? Bah, tu sais, au début, voilà, j'ai connu une époque où il n'y avait pas d'Halloween. Hein. Voilà. Hein. Quoi ? Et après Halloween, ah oui. Si tu me racontes, mais non, mais Halloween, ça existait. Ah bon, ça n'y avait pas en France, c'était moins bon. Pas au tout début, et après c'est arrivé un peu, il y a eu un petit phénomène Halloween et tout, quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans, tu vois. Oh putain, ouais, tu vois, je savais pas, tu vois. Je pensais que c'était plus vieux. Mais parce qu'on a aux États-Unis, je pense que ça fait un moment. Et du coup, oui, aux peut-être États-Unis, oui. Mais c'est un truc qui est venu des États-Unis qu'on n'avait pas avant, tu vois. Ah ouais, enfin en tout cas, peut-être très peu de gens le faisaient, quoi. Je pense que ça se trouve. Ouais, je pense aussi. Et tu t'étais habillé en quoi ? J'avais un masque d'extraterrestre qui faisait du sang vert. Putain, tu tiens un souvenir très précis en tout cas. Ça t'a marqué, quoi. Et t'avais beaucoup de bonbons ou t'avais beaucoup de sorts ? Non, j'ai des bonbons. Et bonbons, ouais, bon, bah les gars, c'est pas bon pour la santé les bonbons, voilà, faut pas en manger trop. C'était un service de prévention. Moi j'ai fait une ou deux fois Halloween, mais je sais même plus, je crois que j'étais en vampire, tu sais, les trucs où tu mets des fausses dents et une petite cape noire vite fait, parce que t'as pas prévu de costume. Enfin bref, on est pas là pour parler d'Halloween, on est là pour parler de 28 ans plus tard, le Temple des Morts, voilà, en français. J'en profite, n'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles, ça aide énormément pour notre podcast. Et Ista, qu'est-ce que tu penses, toi, de la saga 28 ans plus tard ou 28 jours plus tard, je sais pas comment l'appeler cette saga, techniquement, mais qu'est-ce que tu penses de 28 jours plus tard et de 28 semaines plus tard, si tu les as vus rapidement ? Bah écoute, 28 jours plus tard, j'en ai un très bon souvenir, j'avais adoré à l'époque, mais j'avoue que je l'ai pas revu depuis un moment, mais en tout cas, je sais que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu, voilà, c'était super. 28 semaines, je l'ai pas vu. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rattrapé. Et 28 ans plus tard, bah, j'avais été déçu. L'année dernière, on en avait parlé. Voilà, j'avais bien aimé les 30 premières minutes, moi. Mais après, ça m'avait pas convaincu. Ouais, bah alors ouais, 28 jours plus tard, voilà, le renouveau du film de zombies, enfin, infecté, parce que là, je sais qu'il y a il y a ceux qui vont nous tirer les oreilles, là, parce qu'on a dit, on va sûrement dire zombie dans cet épisode au lieu de dire infecté. Oui. Et voilà, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu chiant sur ces détails-là. Mais bref, moi j'aime bien 28 jours plus tard, voilà, de Danny Boyle, le premier. Je trouve qu'il y a une ambiance anxiogène qui fonctionne super bien et je trouve que ça avait vraiment réussi à renouveler le mythe du zombie. Bon, c'est pas un film parfait, mais je trouve que vraiment, il avait réussi à vraiment bien m'angoisser. 28 semaines plus tard, j'avais pas beaucoup aimé parce que c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur. Sauf que malheureusement, c'est un film qui m'a donné mal à la tête parce que le film est charcuté comme pas possible dans ses scènes d'action, etc. C'est illisible et tout. J'avais été plutôt déçu, quoi. Et franchement, oui, la scène d'intro, elle est cool, mais voilà, quoi. Les personnages et tout, c'est beaucoup moins bien que 28 semaines. Et du coup, 28 ans plus tard est arrivé. Et bah, comme Ista, on l'avait pas aimé, hein, puisque si vous avez suivi nos top et flop, vous savez que voilà, il a une bonne place dans notre flop. Et ouais, effectivement, la hype, moi, je trouvais qu'elle était pas méritée, quoi. C'est un des films les plus surcotés de l'année dernière pour moi. Pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que c'est un film qui a une mise en scène d'une lourdeur que je trouve assez affligeante, hein, vraiment. Alex Garland et Danny Boyle. Voilà, Alex Garland, l'écrivain, et Danny Boyle, le réalisateur, je trouve que c'est deux gros lourds et je trouve que le film est bourré de symbolisme à outrance. Et voilà, au moment où ça arrive à un point ridicule, où on filme des zombies à grosse bite en contre-plongée, quoi. Donc bon, il y a tous les effets de style en plus du cinéma de Danny Boyle que j'aime pas, c'est-à-dire de l'effet pour faire de l'effet, quoi. Plein d'effets tape à l'œil, de montage frénétique, de changement de focale, tout est appuyé, surappuyé constamment, quoi. Il y a une volonté en fait de viscéralité chez lui qui, pour moi,
empêche complètement de m'immerger dans cet univers et je trouve que c'est contre-productif ce qu'il veut faire parce que bon bah moi less is more parfois, c'est pas parce que tu multiplies les effets que forcément ça va me faire plus ressentir les choses, je trouve. Et voilà, il y avait même ce côté gadget, je trouve, à l'iPhone, parce que je trouve que ça apportait pas grand chose, même si ça se voulait être dans la lignée du premier film, quoi. Bah, je trouve que ça apportait rien du tout. Et enfin, il y avait tous ces symboliques, le rapport à la maternité hyper lourd, avec la scène ridicule de la femme enceinte dans le train qui accouche, enfin, de l'infectée enceinte qui accouche avec Jodie Comer, etc. Enfin, c'était vraiment ridicule. Et moi, je trouvais que le film prenait vraiment jamais le temps de se poser, quoi. C'est ça, il était tout le temps en mouvement et c'est vrai que c'est ça qui a été loué, hein, c'est que c'est un film un peu expérimental, c'est pas une suite qu'on voit habituellement. Mais en fait, j'avais l'impression que le film comptait aussi beaucoup sur le fait que ça allait être une suite sur certains personnages pour les développer, etc. Le personnage de Ralph Fiennes, par exemple, et de toute façon, on en reparlera, vu qu'il est encore présent dans cette suite. Et voilà, on va arriver après, à 28 ans plus tard, de Bone Temple, mais avant, voilà, le film, Le Temple des Morts, a été tourné directement à la suite du précédent, mais il n'a pas été tourné par Danny Boyle, Istin. Non, il a été réalisé par Nia DaCosta, qui a réalisé notamment The Marvels. Elle avait fait le remake de Candyman aussi, et il y a eu un film il n'y a pas longtemps avec Tessa Thompson. Eda, je crois que ça s'appelle, ouais, mais qui n'a pas trop fait parler, je crois. Je crois en France même, il est sorti que sur Amazon, etc. Mais ouais, Nia DaCosta, du coup, qui est une jeune réalisatrice qui a fait un peu parler ces dernières années, parce que, enfin, en gros, son cinéma, c'est un mix entre cinéma de genre et cinéma social, je dirais, un peu dans la lancée de Jordan Peele, en fait, puisque, bah, Jordan Peele l'a repéré et c'est lui qui l'a mis sur le remake suite de Candyman, parce que c'est pas vraiment un remake en même temps, mais un peu si, parce que enfin, le film parle aussi du mythe de Candyman, enfin bref, c'est assez compliqué, mais voilà. Mais je trouve qu'elle est beaucoup moins marquée esthétiquement, par exemple, que Jordan Peele. Et son Candyman, bah, je l'ai découvert, parce que moi j'aime bien le Candyman original, je trouve que c'est un film assez intéressant à décortiquer. Et le film est moins horrible que ce que je pensais. J'avais vu des retours très divisés, etc. Mais je trouve que il arrive quand même à actualiser le film original de manière plutôt pas mal, en fait, où le Candyman, ça devient vraiment un genre de témoin de la violence raciale. Et bon, après, le problème du film, c'est que je trouve qu'il est très conceptuel, quoi. Il est très symbolique aussi, et il manque un peu d'incarnation, quoi. La mise en scène est beaucoup trop propre, je trouve, par rapport au sujet. Mais je trouve que les gens, ouais, ils l'ont un peu tapé dessus, surtout que pour ce genre de remake, séquel, enfin voilà, on sait pas trop comment le placer, ce film-là. Bah, je trouve il avait le moyen d'être un petit peu intéressant, enfin, en essayant d'approfondir ce que faisait l'original. Mais toi, t'avais bien aimé, hein, c'est ça, tu m'avais dit. Oui, moi j'avais bien aimé. Moi, je trouvais que c'était bien réalisé. Enfin, je trouvais qu'il y avait des plans. Enfin, esthétiquement, je l'avais trouvé super beau, moi, ce film-là. Et ouais, il y avait, bah, comme t'as dit, ce côté social et tout, que j'avais trouvé plutôt intéressant. Mais après, ouais, je crois que c'est surtout la fin qui m'avait un peu déçu. Le dernier tiers, je crois que bon. Voilà. Oui, le dernier tiers avec les révélations, etc. C'est clairement un peu de trop. Maintenant, Nia DaCosta, elle a fait The Marvels, elle a fait un autre film avant Candyman, etc. Ouais, elle s'est fait repérer, mais je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu que Candyman et The Marvels, du coup. Et j'ai un peu du mal à trouver son style, parce que je trouve qu'elle est dans l'ombre un peu de beaucoup de réalisateurs ou de systèmes, etc. Bah, c'est-à-dire que elle était dans l'ombre de Jordan Peele quand elle a fait Candyman, clairement. Et après, elle a fait The Marvels, mais bon, on sait très bien que, bon, voilà, elle a été engagée par Kevin Feige pour faire le film. C'est pas, voilà, il n'y a pas vraiment de patte particulière ou quoi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'adapte plutôt pas mal aux petits comme aux gros budgets, de les projets plus personnels que j'ai pas vraiment vus, voilà, j'avoue. Et les gros budgets, c'est parce que peut-être qu'elle a pas vraiment de style désigné pour le moment. Et là, elle est encore engagée dans une franchise, à savoir la franchise de Danny Boyle, 28 ans plus tard, pour faire l'opus qui est entre le 28 ans plus tard et le prochain, qui serait censé clore la trilogie. Mais bon, vu les chiffres, peut-être que ça va être plus compliqué que prévu, on va en reparler. Après, le 3 est annoncé en production, hein, mais bon. Ouais, mais bon, je pense qu'ils attendent de voir les chiffres là-dessus, là, mais on va en reparler. Je sais pas s'il va faire des très bons chiffres, je sais pas si on verra la suite, on verra. Mais toi, du coup, tu l'attendais pas spécialement, ce Temple des Morts, Istin? Non, parce que vu que j'ai été déçu par l'autre, forcément. Mais après, je me disais que comme c'était Nia DaCosta, peut-être que ça pourrait peut-être un peu plus me plaire que celui de Danny Boyle, qui est sorti l'année dernière, quoi. Et bon, voilà, et le fait aussi que ce soit
plus centré sur le personnage de Ralph Fiennes aussi. Je me disais, peut-être ça va quand même me convaincre. Ouais, et en plus, gros budget, comme le précédent, à peu près 60 millions quand même. Donc c'est quand même des gros budgets pour des films d'horreur. Il n'y a pas tous les films d'horreur qu'on s'est budget, même si ça se veut quand même un film d'horreur, mais un peu blockbuster. Enfin, c'est un truc un peu spécial quand même, là, 28 ans plus tard, quand même pour le coup. Et Ista, je pense qu'on a assez parlé de tout ce qu'il y avait autour. Est-ce qu'on passerait pas à la critique du film ? Ouais, on peut y aller. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? Le docteur Ian Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde tel que nous le connaissons. Pendant ce temps, le jeune Spike a rejoint Jimmy Crystal et sa mystérieuse secte. Cette rencontre va rapidement tourner au cauchemar. Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman, Emma Laird et un tas d'autres acteurs. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de 28 ans plus tard, le Temple des Morts? Mais j'ai préféré largement celui de Danny Boyle de l'année dernière. Il a une réalisation plus sobre qui me convient mieux. Il est moins rentre dedans, quoi. Il est moins agressif dans sa réalisation et même dans les sensations. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, il y a ce truc un peu moins rentre dedans, quoi. Je trouve que Ralph Fiennes et Jack O'Connell, pardon. Je confonds avec Josh O'Connor, excusez-moi. Donc Ralph Fiennes et Jack O'Connell, je les trouve incroyables. Les deux, je trouve ils puent le charisme. Ils sont géniaux. Le fait que ce soit eux qui lident un peu le récit, ça c'est génial parce que les deux, je les adore, quoi. Donc j'étais plutôt dedans. J'ai plutôt apprécié le film. Voilà, il y a aussi Erin Kellyman que je retiens aussi du film, que j'ai trouvé super, aussi qui est une petite surprise, voilà, que j'avais vu dans plein d'autres trucs, mais qui m'avait jamais trop convaincu de plus que ça. Mais voilà, vraiment, je l'ai trouvé cool. Et ouais, après, c'est juste que je sais pas, il y a deux storylines et qui se racontent en même temps, qui finissent par se rejoindre. Et je sais pas, quand ça s'est rejoint, j'ai l'impression que ça s'est fini en 10 minutes et que c'était au revoir, quoi. Et en fait, quand je réfléchis au film, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. Et en fait, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle veut me raconter, cette trilogie-là? Et j'ai un peu de mal à trouver une réponse de cette trilogie 28 ans plus tard, quoi. Mais, ouais, après, il y a des trucs que j'ai aimés, mais, ouais, je suis un peu circonspect à la fin. Je trouve que c'est un bon film, mais j'ai du mal à comprendre ce que ça veut me raconter, quoi. J'avais pas du tout aimé le précédent film. Est-ce que celui-là est meilleur? Oui, mais c'est pas parfait non plus. C'est-à-dire que la chose qui me dérangeait le plus dans le précédent, c'est-à-dire la mise en scène outrancière et complètement tape à l'œil de Danny Boyle, n'est plus vraiment présente et Dieu merci. Voilà, bon, c'est certes plus classique, mais c'est quand même beaucoup plus digeste, je trouve. Voilà, je n'avais pas du tout supporté le trop plein d'effets qui était pour moi contre-productif. On retrouve ici deux storylines qui sont pas forcément inintéressantes en soi, quoique pas si originales que ça. Mais j'ai l'impression que dans le film, il y a plusieurs films en fait. Il y a deux films en un qui a du mal à se rejoindre organiquement. Et je le sens vraiment vers la fin du film où, là, pour moi, le film part un petit peu en couille, quoi. Maintenant, je trouve que le film est vraiment porté par des très bonnes performances, à savoir Jack O'Connell, mais surtout Ralph Fiennes qui s'amuse comme je l'ai rarement vu s'amuser dans un film et qui est vraiment assez impressionnant. Le film est assez gore, mais c'est paradoxalement peut-être le film le moins effrayant de la saga, puisque c'est peut-être le film le moins tourné vers les zombies. Et malheureusement, il y a toujours ce côté symbolique et beaucoup trop symbolique qui prend le pas, je trouve, sur l'émotion, malheureusement, dans le film. Maintenant, je trouve que c'est quand même un peu mieux que le film d'avant. Alors, le film Ista, il est quand même un peu différent de celui d'avant, donc on peut quand même louer ça, que le film n'est pas juste une reprise de film d'avant, juste en singeant, en essayant de singer à peu près la même chose. Maintenant, le film reprend direct après le précédent. Faut vraiment avoir vu le film d'avant pour comprendre celui-là, parce que je crois que si t'as pas vu celui d'avant, tu comprends pas grand-chose, je pense. Et ça rompt un peu avec ce qui avait été fait avec la saga jusque-là, puisqu'on rappelle qu'à chaque fois qu'un nouveau opus sortait de la saga, bah ça se passait avec une ellipse, quoi, avec un temps de temps en fait qui est passé, où on découvre en fait les conséquences du virus dans le temps. Et bah là, bon, on va dire que on peut pas trop s'attarder, comme l'a fait 28 ans plus tard, 28 semaines plus tard et 28 jours plus tard, en fait, sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait, comment a muté le virus, qu'est-ce qui s'est passé pour les infectés. Ici même d'ailleurs,
les zombies sont même plus vraiment centraux dans l'histoire, hein, dans cette histoire-là. Enfin, il y a un zombie, il y a un infecté qui est il y a intéressant, l'alpha, quoi. mais on va dire que les infectés en tant que tels, en tant que menace, etc., dans cet opus-là, c'est pas du tout ce qui intéresse Nia DaCosta. Et du coup, on suit 2 intrigues en parallèle, que moi je trouve pas forcément originales. Et le film, je pense, il est plus balisé techniquement, c'est-à-dire que le film est moins surprenant, je pense, que l'autre, parce que l'autre était dans une volonté d'être tout le temps mouvant, quoi, c'est-à-dire à changer les personnages tout le temps. C'était même ça qui m'avait un peu énervé à un moment, c'est-à-dire que on se posait jamais assez avec certains personnages, mais bon, en gros il y avait un seul personnage, c'est le personnage de Spike, qui découvrait d'autres personnages, en fait passait de personnage en personnage, et c'était lui en fait notre ancrage, pardon. Ici le film est peut-être un peu plus balisé, un peu moins expérimental, bon voilà, faut le noter. Donc on a une intrigue où on suit le médecin Yann, qui va avoir une petite aventure avec Samson, son nouveau meilleur ami, et on va suivre la bande de fous de Jimmy, voilà, qui est portée par Jack O'Connell, et avec Spike qui est un peu embarqué là-dedans. Et moi, j'avoue que mon plus gros problème, c'est que j'ai l'impression que les 2 intrigues se rejoignent pas du tout, de manière organique, comme je l'ai dit plus tôt, et même toi, tu l'as dit d'ailleurs, hein, que à la fin, tu trouves que ça part un peu en couille, mais parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un film d'un côté, il y a un film de l'autre, et vraiment pendant les 2 tiers du film, enfin, t'as l'impression que c'est même pas du tout relié, en fait, ces intrigues-là que tu suis en parallèle. C'est vraiment de côté. Et après, ça se rejoint. Et je trouve que la manière dont ils se rejoignent, c'est un peu forcé. Il y a forcément une intrigue qui est un peu mise de côté. Et après, la résolution de tout ça, effectivement, je suis pas fan. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est un film un peu instable, Ista. Je sais pas pour toi. Ouais, on peut dire ça, mais ouais, tu penses que c'est l'histoire de Samson qui est un peu mis de côté, tu trouves, peut-être? Bah c'est un peu ça, quoi, c'est-à-dire qu'on suit le Yann avec qui a ces scènes un peu planantes avec Samson, etc. Et puis d'un coup il y a le personnage de Jimmy qui arrive, et bah il y a rien à voir avec tout ce que Yann a vu en fait jusque là maintenant. Et on va dire qu'après Yann, bah voilà, il est en confrontation avec le groupe et tout, et c'est vrai que moi je trouve que ça va plutôt vite, etc. Et bon, bah l'intrigue de Samson, après Samson il est un peu de son côté, il revient un peu à la fin vite fait, mais j'ai l'impression de sentir que c'est pas organique du tout, en fait, que ces 2 intrigues étaient là, quoi. J'ai l'impression que ouais, ils ont pas réussi à les entrecroiser parfaitement, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir ça, ouais, c'est... Parce qu'en vrai, ça passe, mais oui, ça fait peut-être un peu forcé. Ouais, ça fait peut-être un peu forcé. Mais tu le ressens pas, toi, dans le rythme, peut-être du film, par exemple? Bah, en fait, ouais, j'ai l'impression que en fait, les 2 storylines ont été ultra longues, et que quand ça rejoint, il restait 10 minutes et c'était la fin, quoi. Et je sais pas, c'était un truc comme ça, c'était un peu bizarre. Mais tu t'es ennuyé ou pas dans le film? Je me suis pas tellement ennuyé, non. Je me suis pas ennuyé. Non, j'ai plutôt apprécié le visionnage. J'étais plutôt dans l'histoire et tout. Je me suis plus ennuyé dans celui d'avant que dans celui-là, hein, en vrai. Oui, ça c'est normal. Je trouve. Non, mais moi je me suis un peu ennuyé à certains moments, en fait. C'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, le film est tellement instable. Genre, je sais pas, dans l'écriture et tout, c'est-à-dire qu'on passe de, je sais pas, c'est un film qui est en même temps une comédie potache, en même temps il y a du torture porn, en même temps il y a une réflexion sur la nature du zombie, sur la science médicale, et t'as un peu un gloubi-boulga de trucs. J'ai l'impression qu'ils ont plein d'idées, mais qui savent pas vraiment les articuler ensemble, quoi. Comme j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir 2 films qui sont pas forcément compatibles, qui se rejoignent à un moment, et le film me perd un peu sur la fin, quoi. Ouais, mais moi j'ai l'impression que par exemple, ils voulaient faire un peu une opposition entre science et religion. Parce que voilà, le personnage de Jack O'Connell, c'est le leader d'une secte, clairement. Hein. Voilà, même on comprend qu'il ment, qu'il raconte n'importe quoi et tout. Et voilà. Sans déconner. Oui, bon, on comprend. Enfin, on le sait très bien depuis le début. Mais en plus, c'est des débiles et tout. Enfin, c'est une bande de débiles. Mais t'as Coulson, le docteur, qui lui, voilà, il cherche même un traitement pour Samson et tout. Et à un moment, ils ont une discussion sur ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas approfondi, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est développé plus que ça, en fait, et c'est un peu dommage. En fait, moi, c'est là tout le problème que j'ai, c'est la binarité, en fait, du propos, le truc hyper binaire entre Jack O'Connell et Yann, joué par Ralph Fiennes, c'est-à-dire la notion de bien et de mal, le scientifique, c'est-à-dire que le rationnel, etc., qui est très humaniste, et la vision, disons, mystique de Jack O'Connell, qui représente un espèce de démon et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est très symbolique, très théorique, plutôt que cinématographique et émotionnel, en fait. Et c'est tout le problème que j'ai d'ailleurs avec cette saga, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le parallèle, effectivement, avec Ralph Fiennes, qui maîtrise les connaissances, il est hyper humaniste, il faut pas oublier le passé, etc., voilà. Alors que lui, Jack O'Connell, lui, il a complètement transformé la réalité qu'était, etc. Et ouais, j'ai l'impression que cette confrontation, c'est encore l'écriture d'Alex Garland. Je sens le côté... c'est ça.
le côté symbolique, quoi, en fait, à outrance, quoi. Ah bah complètement. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est très rentre-dedans, comme un peu Alex Garland. Il dit direct, Oui. tu sais, voilà, le personnage de Ralph Fiennes, donc Kelson, qui dit lui direct, vous êtes sataniste. Voilà. Comme ça, t'as bien compris, ce sont des satanistes. Oui, oui, mais après, voilà, c'est l'écriture d'Alex Garland, je pense. Et là, je pense qu'on l'a sur toute la saga, quoi. C'est-à-dire que, même si je trouve que les personnages sont meilleurs ici, tout simplement parce que on passe du temps avec eux, et ça, c'est peut-être le truc que dans celui d'avant, moi, j'avais pas trop aimé. C'est-à-dire que, t'avais le personnage de Yann, là, le personnage de Ralph Fiennes, t'avais un personnage de soldat, t'avais Jodie Comer et t'avais Aaron Taylor Johnson, mais au final, c'était des personnages hyper esquissés. Là, tu passes quand même beaucoup plus de temps avec eux, même si tous les personnages sont pas à la même enseigne, mais je trouve que, par exemple, le personnage de Ralph Fiennes, c'est peut-être le meilleur personnage des deux films ici, quoi, vraiment. Et voilà, après, je vais pas mentir, j'ai le Jimmy, par exemple, le groupe de Jack O'Connell, moi, j'aime plutôt bien les suivre, cette bande de fous. Enfin, j'ai pas de plaisir vraiment à les suivre, etc. Même si, là, par exemple, on remarquera, et ça, j'ai vu que c'est une critique, mais là, je trouve que c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que Spike est plus du tout principal ici, et c'est vrai. C'est pas du tout le personnage principal. Mais pour moi, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est juste l'axe du film. En fait, c'est là où c'est comment le film s'ancre, tu vois. Donc oui, Spike est beaucoup mis en retrait. C'est pas un problème pour moi. Maintenant, le côté secte dans un univers post-apo, dans un univers de zombies, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu 50 000 fois. On va pas se mentir, dans les films de zombies, dans les séries de zombies, voilà, The Walking Dead, il y a 50 000 genres de sectes ou d'autres trucs comme ça. Walking Dead, oui, parce que c'est nous voilà, nos références et tout, mais je veux dire, tu regardes dans plein de films post-apo, il y a toujours une secte qui se crée de dérangés ou de quoi, ou tu sais, des cannibales, enfin, toujours plein de trucs comme ça qu'ils inventent. Et là, qui est basé sur le traumatisme, en fait, basé sur une vision déformée de la réalité et du passé, c'est-à-dire que le personnage de Jimmy, Sir Jimmy Crystal, là, comme il le parle, ouais, qui est voilà, il y a une référence à Jimmy Savile, voilà, ça c'était tout le truc du premier film, la fin du film précédent où la fin faisait des références à Jimmy Savile, il y a des gens qui ont décodé le truc, et en fait Jimmy Savile c'est un genre de présentateur télé star, voilà, qui après sa mort on a appris que c'était peut-être j'ai pas envie de me faire de me faire censurer par YouTube, mais un des mecs qui faisait des trucs avec des enfants qu'il fallait pas faire, voilà. Je vais rester un peu vague pour pas, je sais pas, parce qu'apparemment quand tu dis le mot sur YouTube ou dans des trucs comme ça, tu peux te faire voilà, shadowban ou je sais pas quoi. Enfin bref, je prends pas de risque, mais voilà, je pense que tout le monde a compris, ou tout le monde peut rechercher sur internet. Et il y a un peu ce truc où là pour le coup je trouve que c'est pas trop mal, où le personnage de Jack O'Connell travestit les reliques du passé, quoi. C'est-à-dire, il prend les reliques du passé, ils ont plus trop de sens pour lui et même pour les autres, pour sa secte, en fait, où les Teletubbies, ça devient une espèce de légende. Oui. Voilà. Et même la religion, la manière dont il aperçoit, vu l'enfance qu'il a eue, vu la scène qu'on voit dans le premier film, hein, voilà. Lui, il le prend d'une manière extrêmement déformée, en fait, la religion, parce que lui, son dieu, c'est Satan, voilà, clairement. Donc, voilà. Il y a un peu la travestie d'une réalité, et il change le sens le sens des choses pour propager le mal. Et là je pense que c'est un propos assez actuel sur, on va dire, des gens qui vont peut-être changer le sens d'une réalité, changer les vérités historiques pour arriver à leur fin, etc. Là je vois bien quand même l'écriture de Garland sur la réalité, etc. Et c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu contre les complotistes, tout ça, vu qu'il y a eu beaucoup ça avec la période du Covid, tout ça? Je pense qu'il y a la période du Covid, elle a révélé aussi pas mal de choses de ce niveau-là, mais je pense que c'est pas forcément par rapport aux complotistes du Covid. Je pense qu'il y a des gens qui, même actuellement, déforment les réalités historiques, etc., pour les faire à leur avantage. Et voilà, voilà. Je pense qu'on voit très bien de quel genre de personne je parle. Mais voilà, après le problème c'est que je trouve que, encore une fois, il y a beaucoup de choses, ça reste très symbolique et très théorique, quoi. Par exemple, le côté de Ralph Fiennes, voilà, Ralph Fiennes qui est, je le redis, hein, hyper bien interprété, son personnage, parce que Ralph Fiennes est un bon acteur, et là je crois pas avoir vu Ralph Fiennes dans ce genre de rôle, quoi, où il est un peu déjanté, enfin il fait des trucs assez fous, quoi. Et c'est peut-être le personnage beaucoup. il danse pas mal, et c'est peut-être le personnage le plus empathique et intéressant de cette saga. Et moi, les scènes que je préfère, c'est les scènes un peu inattendues, mais c'est les scènes un peu planantes avec Samson, en fait, tout simplement, où en fait, voilà, le personnage de Samson qu'on a vu dans le premier film, où c'est un espèce d'infecté, un alpha qui veut tout défoncer, là, il va avoir un principe d'humanisation de ce personnage, il va retrouver une partie de son humanité. Et j'avoue que les scènes très posées, où Nia DaCosta elle pose un petit peu sa caméra, où juste il plane, où il discute un peu,
où voilà, où on sent une petite humanisation du zombie. Moi, j'ai trouvé que c'était parmi les meilleures scènes du film. Je sais pas pour toi. Ouais, moi, en fait, moi j'ai aimé les deux côtés. Hein. Parce que moi avec Jimmy, j'aime bien aussi la bande de Jimmy qui sont complètement tarés, qui font n'importe quoi, et qui sont extrêmement violents aussi. Hein. C'est-à-dire, il y a du torture porn clairement dégueulasse, toute la scène. Le film est gore, mais pas si gore que ça. Je pense que le hors-champ joue pour beaucoup aussi. Hein. Parce que, par exemple, il y a une scène on va enlever la peau de certaines personnes dans une grange qui est très longue. Hein. Elle est très appuyée. Mais au final, elle est pas si grave. Enfin, on les voit pas vraiment, tu vois, enlever toute la peau et tout. On voit le résultat de ce qui s'est passé. On imagine et on entend des bruits, etc. Et c'est très violent. Voilà. Mais c'est pas si graphique que ça, que ce qu'on peut penser non plus. Mais c'est très dans le gore. Faut être prévenu quand même. Hein. C'est clair. Oui, quand même. Il est interdit au mois de saison. Hein. Enfin, en tout cas, mon ciné, il est interdit au mois de 16. Donc, quand même, quoi. C'est peut-être pas au niveau des sauts ou des choses comme ça. Enfin. Oui, voilà. Oui. Mais après, dans les sauts, il y a un côté beaucoup plus fun. Et là, c'est vraiment, il y a un côté premier degré et quand même très dérangeant, quoi. Même s'il y a un côté comédique, entre guillemets, parce que les Jimmy sont un peu tarés, etc. Ils sont quand même flippants. Enfin, ils sont tarés, un peu drôles, mais aussi, ils sont flippants, quoi. Mais ils sont dérangés, oui, oui. Et ça marche bien, le fait que Spike soit là-dedans et que, voilà, après, ils se sont pas bien là-dedans, qu'ils vomissent et tout. Mais tu vois, à un moment, ils rajoutent des persos. Le perso disparaît au milieu du film. Enfin, tu sais, il y a une perso qui aide quelqu'un dans la grange, là. Tu te dis, ça va peut-être un perso important du film, puis en fait, le perso disparaît. Puis. Mais c'est trop bizarre parce que ce personnage apparaît comme il disparaît. C'est-à-dire que ces deux personnages apparaissent, boum, d'un coup, dans le récit. Tu fais, ok. Puis après, boum, tu les retrouves dans la grange, et puis hop, ils repartent, et je sais pas, peut-être on les verra dans la suite, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, c'est bizarre dans l'écriture, je trouve. Encore une fois, je trouve que c'est extrêmement étrange de la manière dont sont écrits ces films-là, quoi. Je trouve qu'il y a un côté qui est un peu foutraque, quoi. Ouais, complètement. Après, peut-être que ça fera sens qu'on aura vu les 3 films. Ouais, mais même, c'est comme celui d'avant se reposait parfois sur le fait qu'il y aurait une suite et que il y aurait des trucs qui seraient développés dans la suite. Enfin voilà, le film doit suffire en lui-même. Voilà pour le coup. Ouais, je sais pas, mais après, tu sais, c'est des films qui sortent à 6 mois d'intervalle, ok, mais là, le 3, c'était pas sûr qu'il le fasse. Bon, c'est toujours pas sûr, comme on disait tout à l'heure. Mais tu vois, genre, moi, j'étais surpris que Aaron Taylor Johnson n'est pas dans le film, alors que j'ai l'impression qu'il nous le teasait à la fin du film pour le 2. Bon, on l'a pas vu. Bah non, il est pas là, pas du tout. Peut-être il sera dans le 3, je sais pas. Après c'est ça aussi le truc. Tu vois là, tu vois, je loue quand même le fait qu'il y a un côté un peu expérimental à ces 2 films et tout, mais tu vois quand même qu'ils ont quand même les trucs de franchise et qu'on va développer ça dans la suite et qu'il faut attendre. Et d'ailleurs on parlera de la dernière scène du film, on en reparlera aussi à la fin. Mais il y a un peu ce côté-là, quoi. Ce côté venez quand même voir le prochain épisode. Voilà, un côté un peu sériel, quoi. Ouais, complètement. Bon, mais après, pour revenir aux scènes de Kelson et de l'Alpha, oui, elles sont super, elles sont bien filmées. D'ailleurs, je crois qu'ils ont utilisé une caméra un peu spéciale pour le film aussi. Ils ont pas utilisé l'iPhone. Ils ont pas utilisé. Oui, c'est ça. Ils ont utilisé la caméra Alexa, qui est la caméra quand même assez à la mode en ce moment. Et voilà. Et après, je trouve qu'il y a des plutôt beaux plans, etc. Mais il y a un petit côt contemplatif que sur leur personnage, etc. quoi, qui est plutôt appréciable. Après, limite, j'aurais peut-être voulu tout un film sur qui sont sans son et qui sont en train de juste de planer et tout, parce que je trouve en fait les scènes assez jolies, assez sympas. Maintenant, il y a quand même, c'est ça que j'aime pas, ce genre de film, c'est même les trucs bien, il y a un truc qui va pas bien, c'est-à-dire que il y a ce côté humanisation du zombie qui est pas forcément un truc qui a jamais été vu, etc. Mais en fait, je sens cette volonté où en fait les zombies, ce qu'ils en font maintenant, c'est plus exactement ce qu'ils en faisaient à l'époque. C'est-à-dire que maintenant les zombies sont devenus des espèces de figures un petit peu grotesques, en fait. Comme dans le précédent, d'ailleurs, depuis le précédent, il y a un peu ce truc-là où en fait le côté réaliste qu'avait à peu près la saga au début, dans les 2 premiers, mais surtout le premier, en fait on s'est complètement éloigné de ce réalisme-là. Ah, oui. Et j'ai l'impression qu'on est c'est devenu littéralement des métaphores, en fait, les zombies, quoi. Et le personnage de Samson, c'est ça, quoi. C'est un zombie qui devient vraiment une réflexion sur le mal, quoi. Sur le mal qui ronge et sur est-ce qu'on peut s'enlever de ça. Est-ce qu'on peut le soigner. Voilà, est-ce qu'on peut se soigner. Et il y a un côté intéressant dans le sens où, le côté soigner les zombies, ça existe déjà, mais le côté de qu'est-ce que voient les zombies, eux, tu vois. Qu'est-ce qu'ils voient, eux, à travers leur regard quand ils attaquent des gens, etc. C'est plutôt, c'est plutôt intéressant, mais c'est toujours dans cette volonté de vouloir rapprocher
le zombie de l'humain et en fait et inversement de vouloir faire que l'humain se rapproche un petit peu plus du côté horrible du zombie, etc. Voilà, l'écriture d'Alex Garland, c'est que le problème, c'est que je trouve que c'est très symbolique. Il y a plein de symboles dans le film tout le temps, H24, quoi. C'est abusé, quoi. Et littéralement, un personnage finit quand même sur une croix à l'envers. Après, Oui. c'est très, voilà, c'est très symbolique, quoi. Et pour ces gens Avec qui un autre personnage qui arrive et qui a des cornes sur la tête, quoi. Mais ah oui, bah c'est dans sa vision. Enfin, oui, enfin, voilà, quoi. C'est très, voilà. C'est pas subtil pour un clou, ça. Par contre, faut le dire. Mais c'est vrai qu'avec Sanson, c'était intéressant quand même. Tu vois, il a un flashback et tout. On apprend un peu le perso. Enfin, on a un peu, voilà, on sait un peu qu'est-ce qu'il avait. Enfin, il y a une scène dans un train là, dans le fameux train dont tu parlais où il y avait l'accouchement d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi. J'ai peut-être un problème avec le film, c'est qu'en fait, c'est les mêmes décors que le film d'avant, quoi. C'est les mêmes lieux, c'est les mêmes, c'est le temple des morts. Là, on l'avait déjà vu. Tu vois. Et, Bah, après, le film est littéralement la suite du précédent, donc ça réutilise les décors. Après, je trouve que le décor du temple des morts est vraiment super, et là pour le coup j'adore vraiment cet environnement là, donc je suis content qu'il l'ait un peu gardé. Mais effectivement, le film est beaucoup moins on voyage beaucoup moins entre gros guillemets, parce que le voyage c'était pas au cœur du celui d'avant, mais je vois ce que tu veux dire, quoi. Parce que là, on n'a pas vraiment de communauté de village ou quoi. Vite fait avec ceux du début là, mais bon, c'est vraiment un tout petit truc. Hein. Ils sont 4-5, j'ai l'impression. Hein. Bah, en fait, ils se font voilà, torturer dans la cave là. Mais ouais, je sais pas. J'ai eu l'impression que il y avait moins ce côté un peu pas road trip, mais oui, de découverte, mais parce que je pense qu'ils sont dans cette volonté de trilogie, comme je l'ai dit. Le Temple des Morts se passe direct après celui d'avant, donc il n'y a pas d'ellipse pour redécouvrir les zombies, ce qu'ils sont devenus et tout. Dans celui d'avant, il y avait des nouveaux zombies, les alphas et les rampants, etc. D'ailleurs, les rampants sont pas du tout dans celui-là, quoi. D'ailleurs, ah non, c'est vrai. Voilà, mais et là, du coup, bah, comme ils ont déjà réinstallé l'univers et tout, donc voilà, on va dire que le film se concentre enfin, il est plus intimiste, voilà, le film, tout simplement, en fait. Ouais. Même si le premier était quand même. Mais je trouve aussi assez qu'il est plus concentré sur ses personnages, et moi je préfère aussi. Bah, le premier était concentré sur son personnage de Spike, quoi. Vraiment, c'était vraiment ça. Spike, ouais. Et c'est vrai que les personnages alentours, voilà. Et là, oui, effectivement, là, je trouve qu'il essaie de développer quelque chose. Maintenant, comme j'ai dit, ça abuse beaucoup des symboliques et des concepts et des idées, la méthode d'Alex Garland, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il les place dans son récit, il place beaucoup de symboliques, de concepts, d'idées, mais il se préoccupe pas vraiment de comment ils sont implantés organiquement dans le récit. Et moi, je trouve qu'à la fin, ça se sent beaucoup. Et j'ai un gros problème émotionnel, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il veut tellement être dans le côté symbolique que moi, à la fin, je suis censé ressentir quelque chose pour un personnage et je suis désolé, mais je ressens rien du tout, quoi. Même la dernière phrase et tout, je peux pas. c'est trop symbolique pour moi. Je sais pas si toi, le film t'a emporté émotionnellement, quoi, vraiment. Non, pas vraiment. C'est vrai que j'ai pas eu vraiment d'émotion devant le film. À part quand c'était dégueulasse, j'étais en mode c'est dégueulasse. Évidemment. Mais mais sinon, non, pas vraiment. J'ai pas eu l'alarme à l'œil à la fin et tout, quoi. Voilà. Mais après, je me suis attaché quand même au duo Spike et c'est Jim. Enfin, en VF, ils disent Jimmy Tattoo. Je trouve que c'est un duo qui est sympa. Parce qu'ils font un 3, je suis content de les revoir ensemble, quoi. Je trouve que ça marche pas mal. Ça, oui, ça va revenir. Parlons peut-être du point qu'on a dit qui était positif et qui nous avait posé problème, c'était la caméra, c'était les effets, c'était le montage, etc. Ici, Dieu merci, Ista, on est quand même sur un truc beaucoup plus posé. Hein. Enfin, en tout cas pour nous, ça nous scie beaucoup plus. Ah bah complètement, oui, bah c'est beaucoup moins dans le rentre dedans et comme t'as dit, après c'est peut-être plus classique, mais ça marche et je trouve qu'il y a quand même des beaux plans des fois, c'est plutôt bien foutu, voilà, il y a rien qui dépasse, en plus les VFX sont super, enfin moi il y a rien qui m'a choqué et puis tu vois le temple des morts à la fin quand il est tout allumé et tout dans la nuit là, il est super beau je trouve, voilà, ça j'ai plutôt trouvé ça sympa, quoi. Après celui d'avant était pas moche, hein, il y avait des beaux plans et tout, il y avait quand même un vrai travail là-dessus, hein. Mais c'est tous les effets qu'il y avait autour qui nous avaient un petit peu agacés. Cette volonté soi-disant expérimentale, mais moi je trouve qu'elle était surtout très contre-productive. Ici, la caméra elle est beaucoup plus calme, quoi, sur ces effets. La mise en scène est plus sobre et bah moi, Dieu merci, je préfère ça quand même. C'est-à-dire qu'on est dans un truc quand même plus contemplatif et avec une réal beaucoup moins agressive, beaucoup moins frénétique, en gardant quand même un côté, enfin le film est assez beau je trouve, il y a une très belle photographie aussi, faut le dire, et le film prend le temps de se poser, quoi. Parfois il y a certaines scènes qui le méritent je trouve, les scènes avec Sanson, avec Ralph Fiennes, des scènes un petit peu planantes, un petit peu voilà, en plus avec cette
ils sont dans les forêts, dans des espèces de champs de terre et tout. Enfin, je trouve que c'est très beau, quoi. Et c'est pas comme Danny Boyle qui multiplie les effets pour donner un côté décalé. Là, ici, la mise en scène de Nia DaCosta, qui est effectivement beaucoup plus classique. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas l'impression de voir une patte particulière non plus, mais je trouve qu'elle a assez confiance en ce qu'elle filme. Elle a assez confiance dans le décalage qui vient des personnages, parce que les personnages sont extrêmement décalés déjà de base, donc il n'y a pas besoin de rajouter je sais pas combien d'effets, etc. pour faire un espèce de décalage que moi je trouve du coup est assez artificiel. Non, ici ça prend le temps de se poser, ça prend le temps de mettre une certaine ambiance. Après, je trouve que le film a quand même quelques tics, voilà, par contre, qui sont restés. C'est-à-dire que le film est extrêmement bruyant, quand même, faut le dire. C'est-à-dire que la musique, les sons stridents, etc., tu t'en as plein les oreilles. Moi, au bout d'un moment, ça m'a un peu fait chier. Mais en termes de mouvement et en termes d'effets de montage, tout simplement, c'est beaucoup plus tranquille, quoi. Ouais, mais il y a une comparaison qu'on peut faire, c'est justement les Jimmy, quand ils arrivent à la fin du film d'avant, où ça tourne ta caméra qui tourne dans tous les sens, on dirait les scènes de Power Rangers, là, quand ils arrivent et qu'ils font les saltos et tout. Et là, c'est pas du tout dans ce cas-là. En plus, il y a il y a une scène de combat au tout début du film entre Spike et Jimmy, voilà, qui le bute un peu par accident, mais c'est pas à tourner en mode la caméra qui fait n'importe quoi. Après là, par contre, pour le coup, bien que j'aime pas le film d'avant, je me dis peut-être que cette scène, au final, c'est peut-être celle la plus appropriée, peut-être pour à ce moment-là, pour les Jimmy, où la musique un peu rock, etc., là, ou un peu métal, et en plus, en même temps, la mise en scène est ultra ultra cutée, etc., où il les défonce. Là, je me dis, peut-être que finalement, si Danny Boyle avait fait le film sur les Jimmy, peut-être ça aurait été mieux, en fait, d'avoir ce côté complètement décalé sur les Jimmy, etc. Ça aurait peut-être été mieux, en fait, finalement. Ça aurait peut-être été plus approprié, en fait, pour moi, je pense, en fait. Vu les personnages, ouais, peut-être, mais en tout cas, ça marche, là, il n'y a pas de... En fait, après, les scènes de combat, il y a pas beaucoup de scènes de combat, en fait, il n'y a pas de... Non, pas ça. Et... des scènes de torture, mais pas de combat, quoi. C'est ça, après, là, pour le coup, effectivement, les scènes de combat sont pas impressionnantes ou quoi, mais là, dans le traitement du film, les zombies sont tellement plus des menaces, vraiment. C'est-à-dire que là, les Jimmy, ils les défoncent en 5 secondes et puis ils avancent, quoi, tellement ils en ont rien à foutre. T'es en mode, ah oui, vraiment, le zombie, c'est vraiment plus du tout menaçant à ce niveau-là, quoi. Après, il reste... Ouais, mais ça, c'est comme beaucoup d'œuvres de zombies, tu sais, qui durent longtemps. Walking Dead, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, au début, ils galèrent vraiment, puis au bout d'un moment, ils les butent assez facilement aussi, parce qu'ils ont l'habitude. Et... Oui. Voilà. Non, mais je pense que le film veut pas, et s'éloigne du film de zombies classique, ça l'intéresse pas vraiment, quoi. Bon, après, voilà, ça pose question. Mais après, c'est la figure du zombie, ce qu'il en fait. Là, je suis plutôt, voilà, ça me plaît pas forcément. Mais bon, après, voilà, ça intéresse pas le film de faire un film d'horreur sur les zombies, et l'horreur vient plutôt des humains. Bon, ça me paraît plutôt, voilà, ça me paraît thématiquement, en tout cas dans le film, ce que le film veut développer, ça me paraît thématiquement approprié. Reste quand même la dernière partie du film où là, tout s'emballe, etc., et où, on va dire, le personnage de Ralph Fiennes se met en scène dans une scène de danse et de pyrotechnie assez avancée, où c'est sur une musique d'Iron Maiden, c'est ça? Ouais, ça. The Number of the Beast, donc 666, quoi. Ouais, voilà, le numéro du diable, ouais. Et donc voilà, j'imagine que c'est approprié. Après, bon, moi je vais pas vous mentir, le métal, le rock, j'y connais pas grand chose. Donc quand la musique est arrivée, je pense qu'il y a plein de gens qui ont reconnu. Moi, j'ai pas reconnu la musique. Désolé. Voilà, je connais pas la musique. Après, ils montent le vinyle et tout, quand même. Non, mais je vois le vinyle, je vois le truc, mais la musique, tu vois, elle me dit rien. Oui, je suis un inculte en musique, oui, tu peux le dire, j'ai rien à faire. Maintenant. Non, mais tu vois, il monte le vinyle et puis il dit, allez, on va y aller à fond, et il y a écrit The Number of the Beast sur la pochette, voilà, quoi. Mais je veux dire, la musique, moi, je la connaissais pas de son, l'air de musique et tout, je connaissais pas vraiment, parce que c'est pas du tout une musique, des genres de musique qui m'intéresse. Maintenant, il y a un côté quand même, quand ce moment est arrivé, j'ai vu, ok, c'est le moment très clipesque, c'est le moment où, voilà, ça se fait plaisir, et puis Ralph Fiennes se fait plaisir, hein, je crois qu'il a kiffé, je pense, faire ça, voilà, mais je sens un petit peu le moment fun placé là, voilà, bon, toi, ça t'a plu, j'imagine? Non, moi, ça m'a un peu sorti du film, en vrai. Ça m'a un peu sorti du truc, je t'avoue. Ouais, parce que j'étais en mode, qu'est-ce que je regarde là? Je sais pas, j'étais un peu, ça m'a un peu sorti, parce qu'en plus, tu sais que c'est faux, et qu'il fait une mise en scène, machin, et puis, tu sais, le fait qu'il fasse du playback sur la chanson et tout, je sais pas. J'étais un peu, oui, je vois qu'il s'éclate, mais moi, il m'a sorti un peu du film, quoi, à ce moment-là. Bah, moi, après, je sens, je sais pas, je sens le côté petit malin du film, en fait. Ça, tu vois, de faire cette scène un petit peu fun, pop rock et tout. Bon. Après,
après, c'est vrai que c'est un peu plaisant de le voir un peu être complètement fou, Ralph Fiennes, mais bon, je vois un petit peu le côté gros petit malin derrière, pour le coup. Enfin bref, est-ce que t'as quelque chose à ajouter avant qu'on parle de la fin du film ? Non, on peut en parler. Bon, et bah le film se finit. Voilà, bon, de toute façon on a déjà spoilé, mais bon, Jimmy meurt, Oui. Ralph Fiennes meurt, donc voilà, on les reverra pas dans la suite. Et bah le personnage de Spike s'enfuit avec sa nouvelle pote là, voilà. Jimmy Tattoo. C'est ça, Jimmy Tattoo. Et à la fin, on entend un personnage avec un petit accent irlandais qui parle à sa fille. Et là, oh mon Dieu, c'est Cillian Murphy. Bon, il était annoncé, c'est pas comme si on était surpris. On savait qu'il y avait une petite scène. Et donc, du coup, voilà, il a sa fille qu'il a eue sûrement avec Sandy Newton, je crois que c'était dans le premier 28 jours plus tard. Et il lui parle de l'histoire. Et là, alors là, que je te raconte ce dont mon film parle. Hein. C'est vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment ça, quoi. Et puis après, bah, il voit le personnage de Spike et sa nouvelle amie qui se font courser par des zombies. Et est-ce qu'on les sauve ? Oui, on va les sauver. Et du coup, c'est censé annoncer la suite, comme la fin du dernier film annonçait la suite. Donc voilà, il y a un peu ce côté sériel. Oui, on dirait presque une scène post-crédit, moi, je trouve. Un peu, oui. Ce serait peut-être un truc après le générique. Mais je trouve que c'est un peu bizarre parce que je trouve que ça s'implante, enfin, comme beaucoup de choses, ça s'implante pas vraiment dans le film. Je trouve que c'est hors du film totalement, je trouve complètement. Oui, je suis Je d'accord. trouve la scène complètement surexplicative. Et bah, j'ai deux questions. Du coup, est-ce que ça te donne envie de voir la suite ? Et bah là, on a vite fait les chiffres de potentiel box-office. Est-ce que tu penses que la suite arrivera ? Donc voilà, c'est ces deux questions. Bah moi, il me semblait que ça avait été confirmé comme étant en production, donc pour moi c'était oui, on va l'avoir, mais après c'est possible qu'il l'annule si ça fonctionne vraiment pas, je sais pas. Moi je suis pas dans les petits papiers de Sony, je sais pas, mais après est-ce que j'ai envie de l'avoir ? Oui, je suis quand même curieux de l'avoir, puis le retour de Cillian Murphy sur la franchise, voilà, ça pourrait boucler la boucle avec 28 jours plus tard, tu vois. J'aime pas quand voilà, là, tu vois que l'histoire continue, elle est pas finie. Oui, j'aimerais quand même bien avoir le troisième film pour finir l'histoire, quoi. Bah, le troisième qui est censé être fait par Danny Boyle. Hein. Bon. Donc voilà. Oui. Mais le film a coûté 63 millions et il va apparemment faire peut-être max 20 millions en opening weekend, ce qui serait 10 millions de moins que celui d'avant, hein, quand même, qui avait rapporté 150 millions. Donc, moi, je pense qu'il va moins rapporter que celui d'avant. Mais je pense que Ouais. la période est pas bonne. Hein. Moi, je trouve que je comprends pas qu'il le sorte en janvier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tôt, je trouve, dans l'année. Après, on verra comment ça évolue. Ça se trouve, il va pas perdre vraiment au box-office, il va bien se maintenir, etc. Je pense qu'ils vont faire la suite, je pense, parce qu'ils sont assez motivés, etc. Je pense que ça arrivera. Est-ce que j'ai envie ? Franchement, pas trop. Voilà. Après, là, la trilogie, là, va ramener Cillian Murphy pour, je sais pas parler de quoi, etc. Moi, je suis pas fan de cette trilo, voilà. Enfin, cette nouvelle trilo à l'intérieur de cette saga. Maintenant, écoute, ça sera là, j'irai le voir, mais bon, Danny Boyle, je suis pas fan. Donc voilà. Maintenant, je répondrai présent et on en parlera sûrement, mais je le sens pas. Je le sens pas du tout. Et le retour d'Aaron Taylor-Johnson, peut-être, parce qu'il est où? Oui, c'est vrai, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il le fasse revenir. Bah, je sais pas, à la fin du Ham, il me semblait qu'il disait, ouais, il allait chercher Spike. Bon, on l'a pas vu, là. Donc, Non, mais je pense que t'as raison. Je pense qu'il va revenir et tout. Mais bon, voilà. On verra si c'est greenlighté et tout. Maintenant, voilà. Écoute, c'est notre avis sur 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Donc, on est quand même plus positif que celui d'avant. Voilà. Donc, il finira peut-être pas dans nos flops cette année, celui-là. Voilà. je pense pas. Je pense pas non plus. non. Voilà, pour le coup, maintenant, même si on n'a pas été fan. Et bah voilà, Ista, je pense qu'on a terminé. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et pour savoir si vous aimez notre podcast. Et n'hésitez pas à commenter, à réagir, à nous suivre. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve très bientôt. Pourquoi ? Pour le retour des news de la semaine. Et oui, ça fait un mois. Et voilà, bah là, on retrouve les news de la semaine. Et pour parler d'Amnet aussi la semaine prochaine. Donc je te dis à bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.